25 hommes en une seule nuit. C'est le record officiel détenu par Valeria Messalina, impératrice de Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Un exploit sexuel documenté par Pline, l'Ancien lui-même, qui défie l'entendement et révèle l'ampleur de la débauche de cette femme. Mais ce record n'est que la partie visible d'une existence tellement déjantée qu'elle a marqué l'histoire pour l'éternité. Cette impératrice a transformé le palais de Rome en bordel géant, organisé des orgies publiques, fait assassiner ses amants quand ils cessaient de l'intéresser et finit par se remarier en secret avec son amant pendant que son mari empereur était en voyage. Son histoire est si incroyable que pendant des siècles, beaucoup ont cru qu'il s'agissait de pure fiction. Pourtant, les preuves historiques sont irréfutables. Messaline incarne tous les excès du pouvoir absolu. Elle nous montre jusqu'où peut aller un être humain quand plus rien ne l'arrête. Son parcours révèle les mécanismes les plus sombres de la nature humaine quand elle s'affranchit de toute limite morale, sociale ou politique. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus choquantes de l'Antiquité. Messaline voit le jour vers l'an 25 après Jésus-Christ dans la famille la plus puissante de l'Empire romain. Son pédigré, c'est du concentré de pouvoir absolu. Elle est l'arrière-petite-fille de Marc-Antoine, le général qui a conquis l'Orient et défié Auguste. Par sa mère Domitiale Épida, elle descend directement de la dynastie julio-claudienne qui gouverne Rome depuis des décennies. Son père, Marcus Valerius Messala Barbatus, appartient à la haute noblesse sénatoriale. Cette gamine naît donc avec une cuillère en or dans la bouche. L'époque de son enfance baigne dans une décadence absolue. L'empereur Tibère règne depuis son île de Capri, où il organise des orgies avec des enfants et des prostituées. Caligula, qui lui succède, couche avec ses 3 sœurs, se prend pour Jupiter et fait nommer son cheval consul. Dans ce contexte de folie furieuse, la petite Messaline grandit en apprenant que le pouvoir autorise tous les excès. Cet enfant absorbe dès ses premières années une vision du monde où la morale n'existe pas pour les puissants. Elle voit des empereurs violés, torturés et assassinés sans conséquence. Elle observe des impératrices manipulées, corrompre et empoisonner pour assouvir leurs ambitions. Cette éducation par l'exemple va forger sa personnalité et préparer les horreurs qui suivront. À 13 ans, le destin de Messaline bascule. Sa famille arrange son mariage avec Claude, son cousin éloigné âgé de 48 ans. Ce Claude, c'est le loser de la famille impériale. Il bégaie, boite, bave, tremble et fait rire toute la cour. Ses propres parents le considèrent comme un débile et l'écartent systématiquement des affaires publiques. Caligula s'amuse à humilier son oncle Claude en public, le forçant à nettoyer sa table avec sa toge ou à ramasser des pièces à 4 pattes. Personne n'imagine qu'un jour, cet homme pathétique portera la pourpre impériale. Pour Messaline, c'est un mariage de complaisance avec un quasi-invalide qui sent déjà le moisi. Le mariage a lieu en 39 quand Messaline atteint ses 14 ans. Cette union scelle officiellement son entrée dans la famille impériale, mais la gamine ne se doute pas encore qu'elle va devenir la femme la plus puissante du monde. Elle donne rapidement naissance à Octavie, puis les événements s'accélèrent de manière imprévisible. En janvier 41, Caligula se fait assassiner par sa garde prétorienne dans les couloirs de son palais. Les soldats, ivres de sang et de peur, cherchent partout un successeur légitime. Ils finissent par trouver Claude caché derrière une tenture, terrorisé et tremblant. Par lassitude et par défaut, ils le proclament empereur sur le champ. Du jour au lendemain, Messaline passe du statut d'épouse d'un raté à celui d'impératrice de Rome. 20 jours seulement après l'avènement de Claude, elle accouche de Britannicus, le futur héritier du trône. Cette naissance lui confère une légitimité dynastique absolue. Elle est maintenant la mère du prince héritier de l'Empire romain. À 16 ans, Messaline se retrouve à la tête de l'empire le plus puissant du monde. Son mari Claude, dépassé par les événements, laisse gouverner ses affranchis. Narcisse, Pallas, Calliste et Polybe. Ces anciens esclaves affranchis dirigent de facto l'administration impériale pendant que l'empereur s'occupe de ses travaux d'érudition. Messaline comprend immédiatement qu'elle peut exploiter cette situation. Elle développe rapidement 3 obsessions qui vont structurer son règne: l'élimination de ses rivaux, l'accumulation de richesses et la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Cette trilogie de la décadence va faire d'elle l'une des souveraines les plus terrifiantes de l'histoire.
Sa première victime, Julia Livilla, révèle immédiatement ses méthodes. Cette nièce de Claude représente une menace dynastique potentielle par sa naissance et sa beauté. Messaline l'accuse d'adultère avec Sénèque le philosophe, crime passible de mort selon la loi Julia d'Auguste. Julia Livilla est exilée sur une île déserte, où elle meurt rapidement de faim et de soif. Sénèque échappe de justesse à l'exécution et part en relégation en Corse. Cette première élimination envoie un message clair à tous. Défier Messaline, c'est signer son arrêt de mort. L'impératrice adolescente vient de prouver qu'elle peut faire disparaître n'importe qui, même les membres de la famille impériale. La terreur s'installe dans les cercles du pouvoir. Messaline transforme rapidement sa position en machine à cash. Elle développe un système d'enrichissement basé sur l'accusation, la confiscation et l'exécution. Dès qu'elle repère une grosse fortune, elle trouve un prétexte pour faire condamner son propriétaire et s'emparer de ses biens. Elle vend les commandements militaires aux plus offrants, négocie les gouvernements de province comme des marchandises, fait payer les droits de cités romaines au prix fort. Les postes de sénateur, de consul, de prêteur deviennent des denrées commerciales qu'elle écoule selon ses besoins financiers. Le consul Valerius Asiaticus fait les frais de cette méthode. Cet homme possède les plus beaux jardins de Rome, hérités de Lucullus. Messaline les convoite pour leur splendeur et leur valeur. Elle accuse Asiaticus de complot contre l'empereur, le fait juger par un tribunal complice et obtient sa condamnation à mort. Résultat, elle récupère les jardins et toute la fortune du consul. Poppaea Sabina, mère de la future épouse de Néron, subit le même traitement. Cette femme riche et influente déplaît à Messaline par sa beauté et son indépendance. L'impératrice l'accuse d'adultère, la fait condamner et confisque tous ses biens. Poppaea Sabina meurt dans l'exil pendant que Messaline dilapide sa fortune. En quelques années, l'impératrice accumule des richesses colossales. Elle possède des palais dans tout l'Empire, des domaines immenses, des trésors d'art inestimables. Cette fortune lui donne un pouvoir d'influence considérable sur tous les rouages de l'administration impériale. Mais l'argent et le pouvoir politique ne suffisent pas à Messaline. Cette femme développe parallèlement un appétit sexuel qui va défier l'entendement. Elle commence par collectionner les amants dans toutes les classes sociales romaines. Gladiateurs, esclaves, sénateurs, affranchis, soldats, elle couche avec tout ce qui bouge sans distinction de rang ou de condition. Son premier amant célèbre, c'est Mnester, un acteur pantomime d'une beauté légendaire. Cet homme avait déjà fait craquer l'empereur Caligula, qu'il embrassait passionnément en public pendant les représentations théâtrales. Mnester possède un physique de dieu grec et un talent d'acteur exceptionnel qui fait chavirer tout Rome. Quand Messaline lui fait des avances, Mnester refuse par prudence. Il connaît la réputation de l'impératrice et craint pour sa vie. Mauvais calcul, refuser Messaline, c'est s'exposer à sa vengeance. L'impératrice trouve rapidement la solution pour contourner ce refus. Elle demande à Claude d'ordonner officiellement à Mnester d'obéir en tout à sa femme. L'empereur naïf accepte cette requête sans comprendre les implications sexuelles. Il signe un décret impérial obligeant l'acteur à satisfaire tous les désirs de l'impératrice. Dès lors, Mnester devient l'esclave sexuel officiel de Messaline. Elle abuse de lui sans retenue, le convoque à toute heure du jour et de la nuit, l'exhibe comme un trophée dans ses appartements. Elle fait même couler une statue en bronze de son amant pour pouvoir l'admirer en permanence. Rapidement, Messaline transforme une aile entière du palais impérial en maison close géante. Elle organise des orgies monumentales où elle force l'élite romaine à participer. Ces divertissements deviennent un instrument de domination politique redoutable. Les femmes mariées de l'aristocratie doivent coucher avec leurs amants devant leur époux. Ceux qui acceptent cette humiliation publique reçoivent des promotions, des richesses, des privilèges. Ceux qui refusent avec trop de véhémence disparaissent définitivement dans les geôles du palais. Cette stratégie permet à Messaline de contrôler la haute société par le chantage sexuel. Les sénateurs vivent dans la terreur permanente de recevoir une invitation aux fêtes de l'impératrice. Refuser, c'est risquer sa vie et celle de sa famille. Accepter, c'est perdre sa dignité, mais conserver son statut social. Messaline perfectionne ce système de domination en créant un réseau d'espions et de délateurs.
Elle place ces créatures dans toutes les maisons patriciennes pour surveiller les faits et gestes de l'élite, chaque conversation privée, chaque liaison secrète, chaque critique murmurée remonte jusqu'à elle. Cette surveillance généralisée transforme Rome en prison à ciel ouvert. Plus personne n'ose exprimer la moindre opposition à l'impératrice. La peur paralyse les institutions et permet à Messaline de gouverner par la terreur. Même ces orgies palatiales ne suffisent pas à satisfaire l'appétit sexuel de Messaline. La nuit, quand Claude sombre dans ses insomnies studieuses, elle sort discrètement du palais déguisée en prostituée commune. Elle met une perruque blonde pour masquer ses cheveux noirs caractéristiques et file vers les quartiers chauds de Rome. Juvénal raconte dans sa 6e satire qu'elle fréquente assidûment les lupanars de Subure, le quartier le plus sordide de la capitale. Ces bordels infects regorgent de prostituées de bas étage, d'esclaves sexuels et de clients issus des couches populaires. L'impératrice de Rome vient s'encanailler dans ces bouges répugnants. Elle se fait appeler Lysiska dans ses établissements sordides. Une cellule lui est réservée en permanence avec son nom de guerre affiché sur un panneau de bois. L'impératrice du monde romain se déshabille entièrement dans ces bordels puants, ne gardant qu'une résille d'or pour maintenir ses seins. Messaline passe des nuits entières dans ses lupanars, enchaînant les clients sans interruption. Elle couche avec des artisans, des esclaves, des marins, des soldats en permission. Tous ces hommes ignorent qu'ils baissent avec la femme la plus puissante de l'Empire. Au petit matin, elle rentre au palais, fatiguée des hommes, mais jamais rassasiée, selon l'expression immortelle de Juvénal. Elle rapporte dans la couche impériale l'odeur des bordels, mélange de sueur, d'urine et d'encens bon marché. Cette puanteur de débauche imprègne les draps pourpres de la dignité impériale. Un jour, Messaline décide de frapper un coup d'éclat qui marquera l'histoire pour l'éternité. Elle veut prouver qu'aucune femme à Rome ne peut l'égaler dans l'art de la fornication. Son orgueil la pousse à lancer un défi public à la prostituée la plus réputée de la capitale. Cette rivale, c'est une professionnelle expérimentée qui jouit d'une réputation exceptionnelle dans tous les milieux du plaisir romain. Elle officie dans les bordels les plus luxueux, satisfait une clientèle aristocratique et pratique toutes les spécialités sexuelles imaginables. Cette femme représente l'excellence dans son domaine. Le défi est simple mais redoutable. Voir qui des deux peut coucher avec le plus d'hommes en l'espace de 24 heures consécutives. Cette compétition va se dérouler publiquement, avec des témoins officiels et un décompte rigoureux. Rome entière retient son souffle devant cette confrontation inédite. Pline l'Ancien, le naturaliste romain contemporain des événements, assiste à cette compétition extraordinaire. Cet homme de science rigoureux va enregistrer le déroulement et les résultats de ce concours avec la précision d'un observateur étudiant, un phénomène naturel rare. La compétition commence au coucher du soleil et doit se terminer 24 heures plus tard. Les deux femmes s'installent dans des cellules séparées d'un même lupanar. Les hommes se succèdent selon un ordre établi, chaque passage étant minuté et comptabilisé par des scribes officiels. Messaline démarre sur les chapeaux de roue. Elle enchaîne les hommes avec une régularité de métronome, prenant à peine le temps de respirer entre chaque client. Sa technique est parfaitement rodée. Elle satisfait rapidement chaque homme pour passer au suivant le plus vite possible. Au bout de 12 heures, elle a déjà couché avec 15 hommes. Sa rivale suit le rythme difficilement, accusant un retard de 2 hommes. Messaline accélère encore la cadence, dopée par l'adrénaline de la compétition et l'orgueil de la victoire. Les dernières heures sont épuisantes. Les deux femmes donnent tout ce qu'elles ont dans le ventre. Messaline puise dans ces dernières réserves d'énergie pour maintenir son avance. Elle sue, elle halète, elle souffre, mais elle ne lâche rien. Quand les 24 heures s'achèvent, le décompte final révèle le résultat stupéfiant. Messaline a couché avec 25 hommes, contre 23 pour sa rivale. Cette performance sexuelle extraordinaire entre immédiatement dans l'histoire comme l'un des exploits les plus incroyables de l'Antiquité. Pline l'Ancien note ces chiffres avec la précision d'un scientifique étudiant la reproduction des insectes. Pour ce naturaliste rigoureux, cet exploit relève autant de la curiosité anthropologique que du scandale moral. Il consigne cette information dans son histoire naturelle comme un fait scientifique remarquable.
Cette victoire sexuelle fait instantanément de Messaline une légende vivante dans tout l'Empire romain. Son record de 25 hommes en 24 heures devient le sujet de toutes les conversations, des plus hautes sphères du pouvoir aux tavernes, les plus sordides. Les poètes s'emparent de l'événement pour composer des vers satiriques. Les historiens l'enregistrent comme un fait marquant du règne de Claude. Les moralistes s'en servent pour dénoncer la décadence de l'époque. Ce record sexuel transcende tous les clivages sociaux et culturels. Messaline savoure cette célébrité sulfureuse. Elle a prouvé sa supériorité absolue dans le domaine où elle excellait. Cette consécration publique de ses talents sexuels la grise plus que tous les pouvoirs politiques qu'elle exerce. Mais cette victoire marque aussi un tournant dans son comportement. Ayant atteint le sommet de la performance sexuelle, elle va chercher de nouveaux défis, de nouvelles transgressions, de nouveaux scandales. Cette escalade dans l'excès va la conduire à sa perte. Messaline ne se contente pas de records quantitatifs. Elle collectionne aussi les amants de qualité, choisissant ses partenaires selon leurs attributs physiques, leur rang social ou leur talent particulier. Mais être l'amant de l'impératrice, c'est souvent signer son arrêt de mort. Après Mnestor, elle jette son dévolu sur Silius, un jeune sénateur considéré comme le plus beau des Romains. Cet homme possède un physique de statut grec et une ambition politique dévorante. Il accepte de devenir l'amant de l'impératrice en espérant en tirer profit pour sa carrière. Messaline tombe follement amoureuse de Silius. Pour la première fois de sa vie, elle éprouve des sentiments profonds pour un homme. Cette passion va lui faire perdre toute prudence et causer sa chute finale. D'autres amants moins fortunés payent le prix de leur beauté. Dion Cassius raconte que Messaline fait régulièrement éliminer ses anciens amants quand elle se lasse d'eux ou qu'ils en savent trop sur ses secrets. Ces hommes passent du lit impérial à la tombe sans transition. Un gladiateur trace d'une beauté exceptionnelle disparaît mystérieusement après avoir refusé de continuer sa liaison avec l'impératrice. Un jeune centurion de la garde prétorienne meurt empoisonné après avoir tenté de faire chanter Messaline. Un affranchi syrien est étranglé dans les geôles du palais après avoir menacé de révéler les orgies impériales. Cette hécatombe d'amants transforme le lit de Messaline en piège mortel. Parallèlement à ces débauches sexuelles, Messaline exerce un véritable règne de terreur politique. Elle élimine systématiquement tous ceux qui représentent une menace pour son pouvoir ou pour l'avenir de son fils Britannicus. Son nom seul suffit à faire trembler les plus hauts personnages de l'État. Elle règne par la terreur absolue. En 48 après Jésus-Christ, Messaline commet l'erreur qui va causer sa perte. Sa liaison avec Silius prend une tournure dramatique, et quand le sénateur exige qu'elle divorce de Claude pour l'épouser officiellement, cette demande dépasse tous les scandales précédents. Silius ne veut plus se contenter d'être l'amant secret de l'impératrice. Cet homme ambitieux rêve de devenir empereur et voit dans ce mariage le moyen d'accéder au pouvoir suprême. Messaline, complètement défoncée par la passion, accepte cette proposition insensée. Selon Tacite, elle trouve une jouissance ultime dans cette transgression absolue. Quand on a tout gaspillé, il ne reste plus que l'énormité du scandale comme plaisir suprême. Cette phrase de l'historien résume parfaitement la psychologie de Messaline, une femme qui cherche constamment à repousser les limites de l'interdit. Chaque transgression en appelle une plus grande, dans une escalade qui ne peut que mener à la destruction. Claude part pour Ostie accomplir un sacrifice religieux traditionnel. Messaline et Silius sautent sur cette occasion inespérée. Ils décident d'organiser leur mariage pendant l'absence de l'empereur, croyant pouvoir présenter le fait accompli à son retour. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une union clandestine, ils célèbrent leurs noces avec tout le faste d'un mariage légitime. Messaline revêt le voile nuptial traditionnel, effectue les sacrifices aux dieux, écoute les paroles des hospices, dîne avec les invités et passe la nuit dans les plaisirs conjugaux. Cette cérémonie publique révèle toute la folie de Messaline. Elle organise ses propres secondes noces avec témoins et célébrations, comme si elle était libre de ses actes. Cette audace stupéfie Rome entière. Tacite décrit cette scène avec une précision hallucinante. Que la femme ait écouté les mots des hospices, ait revêtu le voile, ait effectué des sacrifices aux dieux, que tous deux aient dîné avec les invités, se soient embrassés et enlacés, et enfin, aient passé la nuit dans la licence du mariage. Silius.
et Messaline croit pouvoir imposer leur coup de force. Il compte sur l'appui de certains sénateurs mécontents et sur la faiblesse notoire de Claude. Le nouveau marié rêve déjà de ceindre la couronne impériale. Quand la nouvelle de ce mariage parvient à Claude à Ostie, l'empereur entre dans un état de choc profond. Ses messagers doivent lui répéter l'information plusieurs fois avant qu'il ne comprenne l'ampleur de la trahison. Claude, habituellement faible et indécis, révèle pour une fois une détermination sans faille. Il comprend qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État déguisée en affaire sentimentale. Sa survie politique et physique est en jeu. L'affranchi Narcisse prend immédiatement les choses en main. Cet homme intelligent comprend que l'hésitation pourrait être fatale. Il sait que Claude, sous l'influence de Messaline, finit toujours par pardonner ses écarts. Narcisse organise le retour immédiat de l'empereur à Rome et fait arrêter Silius avec tous ses complices. Il agit avec une rapidité et une efficacité redoutables, déployant les forces prétoriennes pour nettoyer la capitale. La justice impériale frappe avec une violence inouïe. Silius et plus de 15 de ses complices sont arrêtés, jugés et exécutés dans la même journée. L'interrogatoire est expéditif. Tous avouent rapidement leur participation au complot. Silius espère peut-être sauver sa peau en invoquant l'amour et la manipulation. Mauvais calcul. Son mariage avec Messaline est justement considéré comme un acte de haute trahison. Il meurt sous les coups de hache du bourreau. Parmi les victimes figure un des sénateurs, des chevaliers, des affranchis influents. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette cérémonie maudite périssent dans l'heure. Leurs biens sont confisqués, leurs familles déchues de leurs privilèges. Cette exécution massive révèle l'ampleur de la conspiration. Messaline avait réussi à convaincre une partie de l'élite romaine de soutenir son coup de force. La répression brutale décourage définitivement toute velléité d'opposition. Pendant que ses complices se sont massacrés, Messaline se terre dans les jardins de Lucullus, ces mêmes jardins qu'elle avait confisqués en faisant exécuter leurs précédents propriétaires. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Elle va mourir dans une propriété volée à l'une de ses victimes. Elle tente désespérément de joindre Claude pour obtenir une audience. L'impératrice rédige plusieurs messages suppliants, invoquant leur mariage, leurs enfants communs, les années passées ensemble. Dans sa détresse, elle promet de renoncer à tous ses amants et de redevenir une épouse fidèle. Mais Narcisse intercepte systématiquement tous ces messages. L'affranchi connaît parfaitement le pouvoir de séduction de Messaline sur Claude. Il sait qu'une seule entrevue pourrait tout changer, que l'empereur finirait par pardonner comme il l'a toujours fait. Narcisse prend donc la décision dramatique d'agir sans attendre les ordres officiels. Il comprend que la raison d'État exige l'élimination immédiate de Messaline. Cette femme représente un danger permanent pour la stabilité de l'Empire. Narcisse envoie un tribun militaire et des centurions dans les jardins où se cache Messaline. Leurs ordres sont clairs et sans appel. Exécuter l'impératrice immédiatement, sans procès ni jugement. Cette décision est prise au nom de la sécurité de l'État. Quand les soldats arrivent dans les jardins, ils trouvent Messaline effondrée près d'une fontaine. Cette femme qui a fait trembler Rome pendant des années n'est plus qu'une épave, suppliante. Elle comprend immédiatement que sa dernière heure est venue. Elle tente d'abord de fuir, courant à travers les allées comme une bête traquée. Mais les soldats la rattrapent rapidement. Elle essaie alors de négocier, proposant ses richesses, ses secrets, ses influences. Les centurions restent inflexibles. Face à l'inévitable, Messaline trouve le courage de choisir sa mort. Elle refuse de mourir comme une victime passive et reprend le contrôle de sa destinée. Cette femme qui a vécu dans l'excès veut mourir dans la dignité. Elle saisit l'épée du tribun et la place contre sa poitrine. D'un mouvement brusque, elle force le soldat à la transpercer. Le fer traverse son cœur d'un coup sec. Messaline s'effondre dans son propre sang, les yeux grands ouverts vers le ciel. Cette fin tragique et théâtrale marque la conclusion d'une des vies les plus extraordinaires de l'histoire humaine. L'impératrice qui avait défié tous les interdits meurt dans les jardins d'une de ses victimes, tuée par l'épée de l'État qu'elle avait voulu renverser. Immédiatement après la mort de Messaline, le Sénat romain vote la damnatio memoriae, la condamnation de sa mémoire. Cette procédure vise à effacer complètement son existence des archives officielles et de la mémoire collective.
Les ordres sont expédiés dans tout l'Empire. Le nom de Messaline doit être buriné sur toutes les inscriptions publiques. Les monnaies frappées dans les provinces portant son effigie sont défigurées ou fondues. Ses statues sont mutilées à coups de marteau et de ciseaux jusqu'à devenir méconnaissables. Cette volonté d'effacement total révèle l'ampleur du traumatisme causé par le règne de Messaline. Les autorités romaines veulent faire comme si cette impératrice scandaleuse n'avait jamais existé. Elles espèrent ainsi purifier l'image de l'institution impériale. Mais cette tentative d'effacement échoue partiellement. L'histoire de Messaline est trop extraordinaire pour disparaître complètement. Elle survit dans les témoignages des historiens et les ragots de la rue. Son nom devient synonyme de débauche absolue. Claude lui-même semble vouloir oublier. Traumatisé par cette trahison ultime, il demande à sa garde prétorienne de l'exécuter s'il envisage jamais de se remarier. Cette promesse pathétique révèle à quel point l'empereur a été détruit psychologiquement par les agissements de sa femme. Malgré la damnatio memoriae, l'histoire de Messaline traverse les siècles grâce aux témoignages des grands historiens romains. Tacite consacre plusieurs chapitres de ses annales à son règne, décrivant avec un luxe de détails ses excès et ses crimes. Suétone évoque ses débauches dans sa vie de Claude, confirmant les éléments les plus scandaleux de sa biographie. Juvénal l'immortalise dans sa 6e satire, la transformant en symbole éternel de la luxure féminine. Ces 3 sources concordent sur l'essentiel. Cette femme a vécu tous les excès imaginables. Pline l'Ancien apporte la caution scientifique avec ses observations précises sur le record des 25 hommes. Son témoignage contemporain des événements possède une valeur historique incontestable. Ce naturaliste rigoureux n'avait aucune raison d'inventer de tels chiffres. Dion Cassius, historien du IIIe siècle, reprend et complète ces témoignages. Il confirme la réalité des orgies palatiales et des éliminations politiques. Tous ces auteurs, malgré leurs différences d'époque et de style, convergent vers le même portrait terrifiant. Ces témoignages historiques transforment progressivement Messaline en figure mythologique. Elle devient l'incarnation absolue de la débauche féminine, le modèle de référence pour toutes les femmes de pouvoir accusées d'excès sexuels. Son nom traverse les frontières et les siècles. Marie-Antoinette sera qualifiée de Messaline française par les pamphlétaires révolutionnaires. Catherine de Médicis, Frédégonde, toutes les souveraines jugées trop indépendantes subissent cette comparaison infamante. Cette persistance révèle combien l'histoire de Messaline frappe les imaginations masculines. Elle cristallise les peurs ancestrales face aux femmes de pouvoir et sert d'instrument de propagande politique contre les souveraines dérangeantes. Les artistes s'emparent également de son personnage. Peintres, sculpteurs, romanciers trouvent dans sa vie un réservoir inépuisable d'inspiration. Au XIXe siècle, elle inspire des dizaines de romans et de drames. Le cinéma du XXe siècle en fait une mangeuse d'hommes archétypale. L'analyse moderne, réalité ou propagande. Les historiens contemporains tentent aujourd'hui de démêler la réalité historique de la légende noire qui entoure Messaline. Certains éléments de sa biographie relèvent manifestement de la calomnie politique et de la misogynie antique. Il faut replacer son histoire dans le contexte de l'époque. La Rome du 1er siècle vit effectivement dans une débauche généralisée. Les mœurs sexuelles sont très libres pour l'élite masculine. De nombreuses patriciennes se font officiellement enregistrer comme prostituées pour échapper aux lois restrictives sur l'adultère. Messaline n'est donc pas une exception totale dans son époque. Sa particularité réside dans l'exercice brutal du pouvoir politique et dans l'exhibition publique de ses transgressions. Elle refuse l'hypocrisie habituelle des puissants et assume ses excès au grand jour. Le record des 25 hommes, bien qu'attesté par Pline l'Ancien, peut relever de l'exagération ou de la rumeur. Mais même divisé par 2 ou par 3, ce chiffre reste extraordinaire. L'essentiel n'est pas la précision arithmétique, mais la réalité d'une sexualité hors norme. La mort de Messaline traumatise durablement l'Empire romain. Elle révèle les faiblesses du système politique. Un empereur faible peut laisser son entourage s'emparer du pouvoir réel avec des conséquences dramatiques. Cette leçon sera retenue par les successeurs de Claude. Néron, Vespasien, Trajan
développeront des mécanismes de contrôle plus stricts sur leur entourage. L'affaire Messaline devient un cas d'école pour tous les futurs empereurs. L'épisode renforce également le pouvoir des affranchis impériaux. Narcisse, en éliminant Messaline, prouve qu'il peut prendre des décisions vitales pour l'Empire. Cette montée en puissance des anciens esclaves transforme durablement les équilibres politiques romains. La crainte des femmes de pouvoir s'enracine profondément dans la mentalité impériale. Les épouses d'empereurs suivantes seront surveillées de près et cantonnées dans des rôles décoratifs. L'exemple de Messaline servira de repoussoir pendant des siècles. Au-delà des excès et des crimes, Messaline incarne paradoxalement certaines revendications modernes. Femme de pouvoir dans une société patriarcale, elle refuse les limitations imposées à son sexe. Sa sexualité devient une arme de domination autant qu'un plaisir personnel. Elle revendique une liberté sexuelle totale à une époque où seuls les hommes en jouissent. Cette transgression des normes de genre explique en partie la violence de la répression qu'elle subit. Une femme qui, comme un homme, dérange l'ordre établi. Son utilisation du pouvoir politique révèle aussi une forme de féminisme sauvage. Ne pouvant accéder directement aux magistratures, elle passe par l'influence et la manipulation. Cette stratégie pousse la logique féminine de l'époque jusqu'à ses ultimes conséquences. Sa mort souligne tragiquement la fragilité du pouvoir féminin dans l'Antiquité. Malgré sa position d'impératrice et de mère de l'héritier, elle peut être éliminée en quelques heures quand elle va trop loin dans ses provocations. L'histoire de Messaline enseigne plusieurs leçons qui transcendent les époques. D'abord, le pouvoir absolu corrompt absolument. Sans contre-pouvoir effectif, même une adolescente peut devenir un monstre politique. Ensuite, la transgression appelle la transgression dans une escalade sans fin. Quand tous les interdits tombent, seule la destruction finale peut mettre un terme à cette spirale. Messaline illustre parfaitement cette mécanique autodestructrice. Enfin, l'hypocrisie sociale a ses limites. On peut tout faire en privé dans les sociétés permissives, mais l'exhibition publique du vice finit toujours par provoquer une réaction violente. La discrétion reste la clé de la survie politique. Ces enseignements résonnent encore aujourd'hui dans nos démocraties modernes. Les scandales politico-sexuels suivent toujours les mêmes schémas. Excès privés, révélations publiques, chute brutale des responsables. Que révèle le comportement de Messaline sur la nature humaine? Cette femme semble animée par une compulsion irrépressible, repousser constamment les limites de l'interdit. Chaque transgression en appelle une plus grande, dans une fuite en avant qui ne peut que mener au désastre. Chaque homme séduit devient un instrument de domination. Chaque interdit brisé affirme sa toute-puissance sur les normes sociales. La dimension autodestructrice de son comportement interpelle les psychologues modernes. Messaline semble consciente qu'elle va trop loin, mais ne peut s'arrêter. Cette pulsion de mort traverse toute son existence comme un fil rouge. Son mariage avec Silius révèle cette logique suicidaire. Elle sait pertinemment que cette transgression ultime causera sa perte, mais elle ne peut résister à l'attrait du scandale absolu. L'autodestruction devient son dernier plaisir. Pourquoi Messaline a-t-elle sombré dans de tels excès? Plusieurs hypothèses s'affrontent. Sa jeunesse extrême au moment de l'accession au pouvoir a pu jouer un rôle déterminant. À 16 ans, elle se retrouve à la tête de l'Empire sans préparation ni garde-fou. L'environnement familial a également pu l'influencer. Grandir dans la dynastie julio-claudienne, c'est baigner dès l'enfance dans la violence et la corruption. Les empereurs précédents ont donné l'exemple de tous les excès possibles. La faiblesse de Claude constitue un autre facteur explicatif. Face à un mari incapable d'exercer son autorité, Messaline a pu développer un sentiment de toute puissance. L'absence de limite conduit naturellement au débordement. Enfin, sa position de mère de l'héritier lui confère une légitimité politique qu'elle exploite sans retenue. Cette responsabilité dynastique justifie à ses yeux tous les moyens employés pour éliminer les rivaux de son fils. L'histoire de Messaline influence durablement la perception des femmes de pouvoir dans l'Antiquité. Elle devient le contre-modèle par excellence, l'exemple de ce qu'une épouse ne doit jamais devenir. Les impératrices suivantes subissent le poids de cet héritage. Elles doivent constamment prouver leur vertu pour échapper aux comparaisons avec Messaline. Cette surveillance constante limite leur marge de manœuvre politique.
Le mythe de Messaline renforce également les stéréotypes misogynes sur la sexualité féminine. Elle incarne la femme insatiable, qui dévore les hommes, fantasme masculin récurrent qui traverse les cultures. Paradoxalement, elle devient aussi un modèle de transgression pour certaines femmes en quête de liberté. Son refus des normes sociales inspire les rebelles de toutes les époques, même si son exemple mène à la catastrophe. La figure de Messaline inspire les artistes pendant des siècles. Les peintres du XIXe siècle multiplient les représentations de ces débauches, mélange de fascination et de réprobation morale. Gustave Moreau lui consacre plusieurs toiles où elle apparaît comme une allégorie de la luxure. Rochegrosse la peint dans ses derniers instants, femme déchue aux cheveux défaits. Ses œuvres révèlent l'ambiguïté du regard masculin sur cette figure transgressive. La littérature s'empare également de son personnage. Balzac, Flaubert, D'Annunzio trouvent en elle l'incarnation de la femme fatale. Ces auteurs exploitent le potentiel dramatique de sa destinée exceptionnelle. Le cinéma du XXe siècle transforme Messaline en vedette du péplum. Ses films, souvent caricaturaux, perpétuent son image de dévoreuse d'hommes tout en édulcorant ses crimes politiques. Le record sexuel de Messaline continue d'interroger les sexologues modernes. 25 hommes en 24 heures. Est-ce physiologiquement possible? Les spécialistes se divisent sur cette question. Certains considèrent ce chiffre comme fantaisiste, relevant de l'exagération antique. D'autres estiment qu'avec une technique appropriée et une résistance exceptionnelle, cet exploit reste dans le domaine du possible. L'essentiel n'est pas la vérification scientifique, mais la symbolique de ce record. Il illustre parfaitement l'excès absolu qui caractérise toute l'existence de Messaline. Vraie ou fausse, cette anecdote résume son personnage. Cette performance légendaire fait d'elle une pionnière involontaire de la libération sexuelle féminine. Elle revendique le droit au plaisir sans limite, anticipant de 2000 ans certaines revendications féministes modernes. L'histoire de Messaline résonne encore dans nos sociétés contemporaines. Elle pose des questions universelles sur les rapports entre pouvoir et sexualité, sur les limites de la liberté individuelle, sur le prix de la transgression. Dans une époque qui questionne les normes sexuelles et les rapports de domination, son parcours prend une actualité troublante. Cette femme qui refuse tous les interdits interpelle nos consciences modernes. Son utilisation du sexe comme arme politique évoque certaines stratégies contemporaines. Les scandales politico-sexuels d'aujourd'hui suivent des mécanismes similaires à ceux qu'elle avait mis en place. Sa chute brutale rappelle aussi la fragilité du pouvoir dans nos démocraties médiatiques. L'opinion publique peut renverser les plus puissants quand ils vont trop loin dans leurs provocations. Messaline aura vécu 28 ans d'une existence plus dense que 10 vies ordinaires. Mariée à 14 ans, impératrice à 16, assassinée à 28, elle aura condensé tous les excès possibles dans une courte existence volcanique. Son record sexuel de 25 hommes en 24 heures reste l'anecdote la plus extraordinaire de sa biographie. Cette performance légendaire symbolise une femme qui a repoussé toutes les limites imaginables dans tous les domaines. Ses crimes politiques rivalisent avec ses exploits sexuels. Cette adolescente a fait trembler l'Empire romain par ses éliminations systématiques et ses manipulations redoutables. Elle a transformé le palais impérial en abattoir doublé d'un bordel. Sa mort tragique, l'épée contre la poitrine dans les jardins volés à l'une de ses victimes, clôt dignement cette existence hors norme. Messaline aura vécu et sera morte en cohérence avec elle-même, dans l'excès absolu. Son histoire traverse les millénaires parce qu'elle touche à l'essence même de la condition humaine. Elle révèle ce que nous pouvons devenir quand plus rien ne nous arrête. Cette leçon terrifiante explique sa fascination durable. Aujourd'hui encore, quand on évoque les femmes de pouvoir les plus scandaleuses de l'histoire, son nom vient immédiatement à l'esprit. Cette adolescente devenue impératrice aura marqué 20 siècles d'histoire par ses débauches extraordinaires. L'impératrice qui couchait avec 25 hommes par nuit reste un mystère fascinant. Un mélange explosif de réalité historique et de fantasmes collectifs qui continue d'alimenter notre imaginaire. Son histoire nous rappelle que la vérité humaine dépasse souvent la fiction et que certains destins déferment l'entendement par leur démesure absolue. Messaline demeure l'incarnation éternelle de la transgression féminine poussée à ses ultimes conséquences.
Sa légende perdure parce qu'elle cristallise nos fascinations et nos terreurs les plus profondes face au pouvoir sans limite et à la sexualité débridée.